Le diable au corps. L'histoire d'un amour fou, absolu, dévorant. Un amour interdit, coupable, condamné par la morale. Celui d'un couple scandaleux, pris dans la tourmente de l'histoire. Paru en 1923, 5 ans seulement après la fin de la Première Guerre mondiale, le roman heurte de plein fouet les mentalités. Car Le diable au corps, c'est l'histoire d'une passion charnelle et adultère, entre un adolescent et une femme plus âgée, dont le mari risque sa vie pour la patrie. Un roman amoral qui brise les tabous et dont la puissante onde de choc, longtemps après sa publication, continue de se propager. Son auteur, Raymond Radiguet, l'enfant terrible de la littérature française, entouré, comme son chef-d'œuvre, d'une réputation sulfureuse. L'année même de la parution de son roman, Radiguet trouve la mort, emporté par la fièvre typhoïde. Il avait 20 ans. Génie précoce, fauché en pleine gloire, il acquiert la dimension d'un véritable mythe, d'un fascinant mystère qu'il faut élucider, d'un éternel jeune homme dont le fantôme, depuis 100 ans, hante notre littérature. Le diable au corps a fait un colossal scandale en 1923, mais je suis persuadée que si on le relisait vraiment aujourd'hui, il ferait, fait et fera un scandale encore beaucoup plus grand qu'en 1923. J'ai lu ce livre quand j'avais à peu près 20 ans. Il avait dû s'imposer à moi comme une sorte d'objet historique et scandaleux écrit par un très jeune homme. Et ce très jeune homme, c'est Raymond Radiguet. Il a presque le même âge que son héros et il nous raconte une histoire qui pourrait être la sienne. Je vais encourir bien des reproches. Mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de la guerre? Cette histoire d'amour n'est rendue possible que grâce à la guerre. C'est terrible de dire ça, grâce à la guerre, en 1920. Donc 2 ans après, sans doute à cette époque, la plus grande boucherie de l'histoire, qui avait exterminé des centaines de milliers de jeunes hommes qui étaient réellement de la chair à canon. L'expression n'était pas dévoyée. Et lui, il écrit « grâce à la guerre ». Juste ces 4 mots sont terriblement choquants. On comprend en tout cas que grâce à la guerre ait pu choquer. On est dans ces années folles où à la fois vous avez la parole des anciens combattants et la présence politique des anciens combattants. Comment ces 2 jeunes peuvent se comporter comme ça alors qu'ils vont devoir leur liberté à la mort de plein de gens? Raymond Radiguet s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les contemporains. Il a exaspéré beaucoup de gens parce qu'il y avait un tel mépris pour les soldats et un tel irrespect de la guerre. Il y a quelque chose de monstrueux à l'époque dans cette histoire. Je pense qu'il fallait vraiment énormément d'audace pour écrire un pareil livre et oser raconter l'histoire d'un adultère avec une femme dont le mari est sur le front, parti défendre l'honneur de la France, défendre la patrie. C'était quelque chose de complètement sacrilège. On imagine mal aujourd'hui, je pense, à quel point c'était insupportable pour bien des gens. Dans Le diable au corps, Radiguet transgresse un très grand nombre de tabous. Le premier, le plus flagrant, la différence d'âge. L'autre tabou, c'est cette femme est mariée, donc c'est l'adultère. Je ne sais pas si Radiguet a cherché le scandale à proprement parler, mais je suis convaincu que quand il écrivait, il sentait au fond de lui-même que ce sujet pourrait choquer certaines personnes. Il était même convaincu qu'il en choquerait beaucoup d'autres, et donc que son texte avait dans sa nature un aspect vénéneux. Et c'est très agréable de toucher un corps vénéneux.
Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour la Varenne. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau, très simple, prouvaient son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Vous ne devriez pas vous coiffer de la sorte. Vous ne devriez pas vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses vous iraient mieux. Les cheveux lisses vous iraient mieux, lui dis-je. Je restais terrifié, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Marthe ne m'intimide pas, me répétai-je. Seuls, ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Ce roman est une rupture avec le 19e siècle. L'adolescence en tant que telle n'existait pas. Alors que dans le roman de Radiguet, à la fois il se veut homme, puisqu'en réalité il devient homme par la vie sexuelle, et en même temps, il emploie souvent le fait qu'il est jeune, qu'elle est jeune, et on est dans ce basculement de l'adolescence, qui était un terme et une époque qui n'était pas considérée, catégorisée comme telle, au moment où là, il veut exprimer comment un adolescent se fait homme. On avait décrit Radiguet comme un enfant avec une canne, c'est une expression qui était revenue, une manière de dire que c'était un vieillard dans le corps d'un adolescent. Et plus tard, Morand l'a décrit comme un enfant avec un sexe. Et peut-être que cette expression « un enfant avec un sexe », c'est la meilleure définition précoce de ce que peut être un adolescent. En ce sens, on pourrait dire que Le Diable au corps est peut-être le premier livre célèbre qui constitue, un peu comme plus tard peut-être L'Attrape-cœur de Salinger, qui constitue l'adolescence non seulement comme un thème central, mais surtout comme une étape symbolique, identifiée et majeure de la vie d'un homme. Nous étions maintenant dans le jardin du Luxembourg. 9 heures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Je renonçais au lycée. Nous restions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Ces chaises sont trop dures, me dit-elle, comme pour s'excuser d'être debout. Elle portait une robe de foulard, chiffonnée depuis qu'elle s'était assise. Je ne pus m'empêcher d'imaginer les dessins que le canage imprime sur la peau. Allons, accompagnez-moi dans les magasins. Allons, accompagnez-moi dans les magasins, puisque vous êtes décidé à ne pas aller en classe, dit Marthe, faisant pour la première fois allusion à ce que je négligeais pour elle. Ce qui a rendu aussi ce roman tellement événementiel, c'est que ça a été un des tout premiers romans qui ait célébré la vie à un moment où il n'était question en littérature que de mort. Je rappelle, 1923, Dorgelès, les Croix de bois, l'Europe traumatisée par la guerre, ne parlant que de ça, ne parlant que de mort, et on le comprend. Mais on peut aussi comprendre le point de vue des tout jeunes gens qui se sentaient tout à fait étrangers à cette boucherie, qui ne l'avaient pas vécue et qui ne voulaient plus en entendre parler. Il y a dans cette sortie de guerre, et on saura après coup que c'est vrai dans toutes les sorties de guerre, l'envie de tourner la page. Il y a la volonté de vivre. Alors, on a la figure du côté du musical de Joséphine Baker, qui renverse les codes des danses compassées avec des petits tutus. Il y a eu une fureur de vivre, d'une certaine manière.
Et ça a été, par exemple, La Garçonne, c'est à ce moment-là que les femmes ont coupé leurs cheveux, se sont mises à danser, à fumer, à sortir, ce qui a été aussi objet de scandale aux yeux des plus âgés. Finalement, son livre répond à cette ambiance. Il est ancré dans cette ambiance et il posait sans doute la question de où je suis moi dans cette atmosphère de l'après-guerre. Mon père m'a parlé de Raymond, mais pour lui, c'était un frère seulement, d'abord. Puis c'est devenu quelqu'un qui écrivait des romans, qui était dans l'actualité, qui les invitait au restaurant, qui les invitait au théâtre. Il a vraiment traversé tous les milieux. Il était aussi beaucoup reçu par des écrivains. Il fréquentait Montmartre et Montparnasse. Je vois aussi Radiga comme une sorte de petit intellectuel de 15 ou 16 ans qui façonnait les adultes, qui fascinait les adultes, mais qui les façonnait aussi, puisque Cocteau a beaucoup parlé de l'influence comme d'un maître de Radiguet sur lui-même et sur son œuvre. Éric Satie raconte qu'à l'occasion des dîners du samedi, où se trouvait une bande toujours la même, composée de Paul Morand, Cocteau, quelquefois Stravinsky, on imagine le caractère festif de ces tablés, et Radiguet arrivait dans l'embrasure de la porte, et à ce moment-là, le silence se faisait, nous dit Satie. Donc il y avait chez lui quelque chose, je ne sais pas, d'assez magnétique, enfin une sorte de... en effet, de charisme particulier, sans même qu'il ait ouvert la bouche. C'était quand même rare pour un adolescent à 14 ou 15 ans de passer son temps avec Georges Auric, Max Jacob, Jean Cocteau, etc. C'était une vie qui était inhabituelle. C'était en soi déjà un parcours unique. Il voulait farouchement devenir adulte et son écriture a été sa façon à lui, son vecteur d'émancipation. Sa façon de faire semblant d'être adulte pour le devenir vraiment. C'est un peu une hantise continuelle dans Le Diable au corps et aussi chez le personnage Radiguet, paraître adulte alors qu'on ne l'est pas. À force de vivre dans les mêmes idées, de ne voir qu'une chose, si on la veut avec ardeur, on ne remarque plus le crime de ses désirs. Un jour que je m'approchais trop sans pourtant que mon visage touchât le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'1 millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille? Je l'embrassais, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité c'était elle qui, lorsqu'elle j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses 2 mains s'accrochaient à mon cou. Elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve ou bien que je me noie avec elle. Si Le Diable au corps est le roman de la jeunesse, et de fait c'est une œuvre très juvénile, en même temps que très adulte, c'est parce qu'il y est question de manière démesurée, d'amour passionné, de passion érotique. Le désir y déborde constamment. Il y a quelque chose de presque bestial, de très charnel. On est transposé à ses propres expériences de cet âge-là et on mesure ce qu'il faut de maîtrise, mais aussi de timidité et d'affolement pour raconter l'amour comme ça. L'amour total, vécu pour la première fois, avec tout ce que comporte un amour. Et ne soyons pas angéliques, l'amour comporte forcément beaucoup de diablerie. Ce livre a été une lecture, je crois, vraiment marquante, déterminante pour moi. Et j'y ai appris que, finalement,
Les choses de l'amour, les choses du désir pouvaient être simples, pour peu qu'on ne s'attache pas au qu'en dira-t-on, qu'on ne s'attache pas à je ne sais quelle norme, convention. Ce livre est une sorte d'hymne à la vie la plus libre, la plus large, la plus ouverte qui soit. Et c'est vraisemblablement aussi quelque chose qu'a senti Bernard Grasset, son éditeur. Bon, il est vrai que d'entrée de jeu, Bernard Grasset avait présenté ce livre comme scandaleux et tablait sur le scandale pour en faire un succès. Et je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, le livre a eu un succès absolument considérable. Mais est venu un moment où on n'a plus pu séparer ce succès de ce scandale. C'est un livre scandaleux vendu de manière tapageuse ou scandaleuse. Et le scandale n'a cessé de croître en même temps que le succès du livre. Bernard Grasset, là, a utilisé tous les moyens possibles et même impossibles. Il a fait en sorte qu'il y ait des piles de livres, littéralement dans les librairies, avec une affiche qui était la photographie de Radiguet par Man Ray. Il a simulé la signature du contrat entre Radiguet et lui en le faisant filmer. Ce film était diffusé aux actualités cinématographiques. On n'avait jamais fait ça pour un livre en France. Et d'ailleurs, Radiguet a aussi publié un article le jour même de la sortie du roman dans lequel il parle de cette promotion totalement inédite pour l'époque. On pourra juger qu'il eût été décent à l'auteur du Diable au corps de déplorer ce bruit fait autour d'un roman avant que soit donnée au public la possibilité de se faire une opinion. Pourtant, je suis décidé à ne point m'excuser. Tous les écrivains comprendront mon plaisir à trouver réunis en un seul homme deux éditeurs qui m'avaient toujours paru inconciliables. Celui qui aime d'amour l'œuvre qu'il édite et celui qui lance les livres. Il faut imaginer la réaction des écrivains de l'Académie française, de l'Académie Goncourt et les autres qui sont absolument sidérés qu'on transforme Radiguet en quelque sorte en animal de foire de leur point de vue. Enfin, ils ont l'impression qu'on touche aussi même à la dignité de la fonction de l'écrivain. Il y avait cette idée que pour être écrivain, il faut avoir vécu. Radiguet en a parlé de ça, il posait la question, oui mais d'accord, mais à partir de quand on a vécu? De 19 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 50 ans? Mais il y avait cette idée quand même qu'un écrivain, c'était quelqu'un qui pesait par sa vie. Bernard Grasset a beaucoup insisté sur la jeunesse de Raymond. Lisez le roman d'un jeune homme de 17 ans. C'est vrai, Raymond a commencé à l'écrire à 17 ans, mais pour autant, insister comme ça sur sa jeunesse, c'était une manière de faire vendre, mais c'est aussi quelque chose qui a, je ne sais pas si c'est déplu ou blessé Raymond. Sans doute, dans le cas présent, il y a quelques gênes pour l'auteur à se voir changer en enfant prodige. Mais qu'on me pardonne ma hardiesse. La faute n'en est-elle pas à tous ceux qui veulent voir un miracle, pour ne pas dire une monstruosité dans ces mots bien inoffensifs? Un roman écrit à 17 ans. On croit que sous prétexte qu'une œuvre a été écrite par un écrivain extrêmement jeune, qu'elle témoigne d'une espèce de message messianique ou d'une spontanéité, absolument. Ça c'est le mot qui revient sans cesse, la spontanéité. Mais ce n'est pas une écriture spontanée que celle du Diable au corps. C'est une écriture extrêmement travaillée, c'est une spontanéité extrêmement préméditée. Oui, en quelques années, il a abordé tous les genres. Il a commencé par de la poésie à 14 ans, et puis il s'est lancé dans l'écriture d'un roman, il avait 17 ans. Il a commencé à écrire le roman en août 1921. Fin août, il avait déjà écrit 120 pages. Il l'a laissé reposer et puis en 22, il s'est consacré vraiment essentiellement à ça. Donc il met 1 an et demi à
remodeler toutes les facettes de son diamant noir, à en faire cet objet parfait. Parce que quand on regarde des brouillons du diable au corps, on voit tout ce qu'il a enlevé. Et il en reste peu. Et c'est ce peu qui se charge de modernité. C'est un livre qui est simple par son histoire, simple par son style, et c'est pour ça qu'on peut vraiment, je trouve, le voir comme un petit objet sous cloche, qui occupe une place très particulière dans l'esprit. Il y a les autres livres et il y a Le Diable au corps. Ce que je crois, c'est que cette banalité à laquelle est parvenu Raymond Radiguet est l'une des raisons, des explications du succès. Parce que ce livre, en effet, pouvait être lu par le plus grand nombre. Et il l'a été. Le premier tirage est épuisé au bout d'une semaine, il faut réimprimer. Je crois que Bernard Grasset lui-même a été dépassé par ce succès. Ça a très bien marché. Je crois qu'en un mois, il s'en est vendu 100 000 exemplaires, ce qui est quand même un record, même maintenant. Ce tapage médiatique autour du livre a contribué naturellement à faire grandir et gonfler plus encore le succès du Diable au corps. Et c'est dans un second temps, quand les gens ont lu le livre, que le scandale contenu par le livre s'est ajouté, en quelque sorte, à la manière scandaleuse dont avait fait preuve Bernard Grasset. J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. C'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue, pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Marthe disait « Oui, marre-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » Le personnage du narrateur a un côté diabolique, de toute manière. Parce que quand on le livre, on a plutôt l'impression d'être le lion que la gazelle. On a l'impression d'être dans la tête du lion. Et que, comme un stratège, ou presque comme un chirurgien, il observe et il dissèque toute la pensée de Marthe. On a l'impression qu'il a une vraie longueur d'avance. Malgré nous, en quelque sorte, on est séduit, on prend fait et cause, on est emporté par cette histoire, on la vit avec lui. On comprend les hésitations, on comprend les contradictions, les doutes. Mais on ne peut en être que bouleversé parce que même si c'est un adolescent de mauvaise foi, il y a forcément... La sincérité est inévitable. Il y a le moment où il est troublé et il y a le moment où il lui faut ce courage, bien ou bon ou mauvais, il n'est pas ici question de morale, il lui faut quand même ce courage de monter au front, c'est-à-dire à son front à lui, de séduire cette jeune femme. Dès le début de notre amour, Marthe m'avait donné une clé de son appartement, afin que je n'eusse pas à l'attendre dans le jardin si par hasard elle était en ville. Je pouvais me servir moins innocemment de cette clé. Je tremblais. Je ne trouvais pas le trou de la serrure. Enfin, je tournais la clé lentement, afin de ne réveiller personne. Le Diable au corps regorge d'images analytiques. Je pense à la première nuit que va passer le narrateur chez Marthe, où il est presque conclu que ce soir, ils vont consommer. Je ne trouvais pas le trou de la serrure. On parle quand même d'un puceau qui va avoir sa première expérience sexuelle. Enfin, je tournais la clé lentement, afin de ne réveiller personne. Je butais dans l'antichambre. Marthe. Au lieu de me faire une peur pareille, tu aurais très bien pu ne venir que demain matin. Tu as donc eu ton congé 8 jours plus tôt. Elle me prenait pour Jacques. Or, si je voyais de quelle façon elle l'eût accueilli, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose. Jacques devait donc venir dans 8 jours.
Il était simple de dire « c'est moi ». Et pourtant, je ne le disais pas. Mon pauvre chéri, tu vas attraper froid. Déshabille-toi vite. Bien sûr, le narrateur aimerait faire l'amour avec Marthe, mais il est vierge. Il ne sait pas, là encore, comment faire et comment franchir ce chemin qui semble évidemment considérable entre le premier baiser et la première fois. Il se trouve aussi que Radiguet ne s'aimait pas du tout physiquement. Il s'est toujours trouvé laid, son visage, mais aussi son corps. Et donc, on retrouve, je pense, ce mal-être, ce malaise dans le roman. Depuis 4 mois, je disais l'aimer. Et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. Je veux te voir t'endormir. Pour la première fois aussi, je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Bon, c'est pas une histoire pure, hein, c'est une histoire de... Il séduit une femme mariée, plus âgée que lui. C'est une histoire charnelle, même s'il ne le dit pas beaucoup, on sent que, pour dire les choses très simplement, ils font beaucoup l'amour. Et ils font pas l'amour avec le dos de la cuillère, ils y vont à fond. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a sidéré comment une femme adulte, bientôt mariée, à un soldat, peut avoir une relation avec quasiment un enfant. Pour le narrateur, ce point est très important. Il se choisit une initiatrice et il tombe amoureux de Marthe aussi parce qu'il voit en elle la femme expérimentée, la femme plus âgée, qui va pouvoir faire de lui un homme. Moi, ça m'a toujours frappé au cinéma, surtout au cinéma, mais aussi dans la littérature, que ce topos de la femme mature enviée, courtisée par un garçon plus jeune, ne choquait pas. Et ça ne choque personne parce qu'il y a une sorte d'idée standardisée qu'une femme plus mature va initier un garçon plus jeune. I'll get undressed now, is that all right? Sure. Shall I just stand here? I mean, I don't know what you want me to do. Why don't you watch? Oh, sure, thank you. Mrs. Robinson, do you think we could say a few words to each other first this time? I don't think we have much to say to each other. La manière dont le narrateur évoque la féminité de la femme qu'il aime dans Le Diable au corps est caractéristique, selon moi, de ce rôle impossible qu'on demande peut-être à certaines femmes ou à toutes les femmes de jouer. Puisqu'en même temps, il a envie qu'elle soit sexuelle, il a envie qu'elle soit une vraie amoureuse, et en même temps, il est extrêmement touché quand elle le voit comme un petit garçon, un petit enfant dont elle va pouvoir prendre soin comme une maman. Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. Va-t'en et ne me crois pas méchante. Bientôt tu m'auras oublié. Je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce que je suis trop vieille pour toi. Ce qui fait la tension de ce roman, c'est le colossal danger qu'il contient. Bien sûr, c'est une histoire de désir, et le désir est en soi une tension fondamentale, mais il n'y a pas que du désir. Il y a aussi le véritable danger du retour du mari, qui ne serait pas une petite pénitence, hein. La sanction sociale est très forte. Donc il y a un temps suspendu, un petit peu comme dans un huis clos où il y aurait l'épouse et son amant avec cette tension qui est ciel, mon mari. Et on se cache dans le placard, dans les théâtres du vaudeville. Là, c'est il revient ou il revient pas. Il va mourir ou il va pas mourir.
Donc c'est aussi une histoire basée sur la vitesse, comme les films d'Hitchcock. Il y a une dimension intenable dans cette histoire. Du coup, le personnage se précipite, il met les bouchées doubles, il se doute bien que ça ne pourra pas durer. Et de fait, ce n'est pas une histoire qui dure. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari c'eût été chimère enfantine. Mais ce vœu devenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine, comme un anonyme commet le crime à notre place. Oui, le roman a un net penchant pour l'adultère. Mais quel roman français n'en a pas? Il y est toujours question d'une tierce personne à qui l'on porte atteinte. On voit bien que la figure de Jacques, le mari trompé, est centrale dans cette histoire. À tous les moments, il est là. En fait, il est comme un fantôme entre Marthe et le narrateur. La figure de la triangulation, de ce que René Girard va appeler le désir mimétique, elle est présente dans tout Le Diable au corps. Il faut qu'il y ait un tiers qui va venir exciter les amoureux, soit par jalousie, soit par désir de remplacer l'autre, soit à cause de la loi qui va pouvoir être brisée, contournée, grâce en fait à sa présence. C'est la difficulté même de cette violation de la loi qui autorise une lecture psychologique. Sans violation, ce serait facile, naturel, et le roman n'aurait pas cette dimension analytique, si indissociable de cette grande tradition littéraire française. Mais le livre a été aussi traduit dans de nombreuses langues et il a même influencé des écrivains de la Beat Generation. Les gens se revendiquaient quasiment disciples ou héritiers de Radiguet. Par exemple, Mishima a écrit des pages absolument remarquables sur Le Diable au corps, sur Radiguet et sur le rôle qu'a joué ce livre et cette lecture dans son œuvre. Radiguet me fascinait, ce génie mort, à 20 ans à peine. Je surimposais ma propre image à la sienne. Je fis de lui, en quelque sorte, mon rival personnel, et de ses prouesses littéraires, un but à atteindre avant de mourir. J'avais complètement oublié, c'est magnifique, magnifique. Je savais qu'il ferait beau aujourd'hui. Moi, ça m'était égal. Si c'était ton mari. Oh, que tu es bête. Il nous tuerait peut-être. Le scandale que connaît le roman trouve une autre ampleur en 1947 par son adaptation par Claude Autant-Lara. Nous sommes là encore dans une sortie de guerre et l'un des premiers grands succès de l'après-guerre, c'est cette reprise sur écran donc d'un roman. Et c'est un immense scandale. La guerre venait de finir il y a 1 an et parler de la guerre avec cette espèce de désinvolture, on était encore tous saignants de tout ce qui s'était passé. C'était véritablement une espèce de provocation, il faut bien dire, Le Diable au corps. Mais c'est ça qui est intéressant. L'audace, c'est pas ça. L'audace, ce n'est pas faire galoper la caméra ou essayer de vouloir répéter les petites chapelles. L'audace, c'est de prendre des sujets qui sont mordants et qui touchent les gens à l'endroit où il faut les toucher. C'est ça la vraie audace. Et ça, Le Diable au corps l'avait. Après ça, c'est la censure qui s'en est mêlée, car il faut toujours, encore une fois, se remettre à l'époque dans laquelle les choses ont été faites. C'était très difficile à ce moment-là, la censure voulait couper. Le scandale qui est porté à la fois par le clergé, par les moralistes de tout bois, qui aboutit à mettre un carton pour bien préciser, certains ont eu ce type de comportement condamnable, mais que ce ne serait pas la majorité de la population française.
Il y a là une volonté, dans ces interdits et cette critique qui est faite, de culpabiliser une jeunesse qui serait prête à vivre autrement. Et l'énorme différence, c'est qu'on le voit. Combien de jeunes gens vont se reconnaître doublement? Parce que les filles rêvent de Gérard Philippe et les jeunes de 47 rêvent de Michel Prel. Non, François, ma mère va venir. Partez vite. François. Venez m'asseoir, je vous attendrai. Et c'est pas hasard si beaucoup d'histoires d'amour sont déchirantes et nous déchirent. Il y a en nous une injonction à avancer à petits pas vers le vide, à courir vers l'abîme, parfois. Et on pourrait penser que Marthe prend du plaisir dans cette perte et dans le fait d'être aussi malmenée par le narrateur. Un autre aspect du roman qui choque certainement aujourd'hui, c'est le comportement de la jeune femme, sa soumission. Aujourd'hui, un personnage féminin qui se laisse faire comme ça en littérature est un personnage qui nous choque. C'est un aspect du livre. Là encore, j'ai pas du tout envie de dire que c'est un aspect du livre qui a vieilli, parce que ce livre n'a pas pris une ride. C'est un aspect du livre qui est daté. Radiguet était aussi un homme de son époque. Je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donna des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je. Mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Je connais des lecteurs, et en particulier des lectrices, qui ont été indignés au dernier degré par ce livre. Mais on ne peut pas lire ce livre avec indifférence. Parce qu'on est tour à tour tellement indigné par le comportement de ce jeune homme qui, il faut dire, n'a peur de rien et se permet des caprices d'enfant gâté. Mais plus le livre avance, plus on est tenté de considérer que ce narrateur un peu contradictoire et un peu charmant est peut-être aussi un petit con et porte peut-être en lui ce qu'on pourrait appeler les pires aspects de l'adolescence. À force d'orienter Marthe dans un sens qui me convenait, je la façonnais peu à peu à mon image. Qu'elle me ressemblât et que ce fût mon œuvre me ravissait et me fâchait. Sans doute, sommes-nous tous des narcisses, aimant et détestant leur image, mais à qui tout autre est indifférente. Narcisse, contrairement à ce qu'on croit, ne s'aime pas, puisqu'il est prêt à mourir pour fixer son image. Et on pourrait dire qu'il y a une association assez automatique entre Radiguet et Narcisse. Alors Radiguet, il ne passe pas par l'image, c'est pas un producteur d'image, il écrit un livre, mais dans ce livre, il va beaucoup se regarder. Il va beaucoup regarder l'image de son amour, l'image de son désir, et ce faisant, oublier sans doute un peu de s'aimer, puisqu'il détruit petit à petit, pièce à pièce sa vie, puisqu'il pense pouvoir être tué, puisqu'il pense pouvoir en mourir, et d'ailleurs qu'il y aura une victime dans cette histoire. Moi, personnellement, j'aime énormément le personnage de Marthe. Elle tombe sincèrement amoureuse de ce jeune homme, et dès l'instant où elle est amoureuse de lui, elle se dit voilà, la seule chose qu'on peut faire, quoi qu'il advienne, on sent qu'elle est prête à payer le prix fort. C'est de vivre cet amour, de le vivre à fond, de le vivre avec toute la passion possible. Elle ne peut pas croire qu'il y ait quelque chose de mal dans ce qu'elle fait parce que ce qu'elle éprouve est si fort. Le personnage de la femme est très étonnant parce que ce roman n'a jamais, sauf erreur de ma part, n'a jamais été considéré comme un roman féministe.
Or, si on regarde de plus près, qui est-ce qui bouscule tous les codes? Mais c'est la jeune épouse. Il a montré une femme qui est fiancée, certes, qui va faire un mariage pas arrangé, mais presque, comme ça se passait beaucoup, et elle choisit quand même l'amour. Donc s'il y a un rebelle dans l'histoire, c'est plutôt Marthe. Alors qu'à l'époque, on en est encore très souvent à considérer que la vie sexuelle d'une femme est faite pour procréer. Qui plus est après-guerre, où vous avez des cartes postales qui représentent les femmes avec un casque sur la tête et un bébé dans les bras, et puis une pancarte où elle marque « Votre nouveau combat, c'est de faire des enfants ». Visiblement, ce n'est pas ce que cette femme accepte. Cette femme n'accepte pas d'avoir des relations sexuelles uniquement pour procréer. Et elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec le danger d'être enceinte alors qu'elle est épouse. Marthe, nue. J'osais à peine la regarder. Suis-je donc monstrueux? Je ressentais des remords du plus noble emploi de l'homme. D'avoir abîmé la grâce de Marthe. De voir son ventre saillir. Je me considérais comme un vandale. Et Marthe tombe enceinte et dès cet instant-là, ça se passe beaucoup moins bien. Il ne voit plus Marthe comme une jeune fille, il la voit comme une mère. À partir du moment où il la met enceinte, il a l'impression de lui avoir, il le dit comme ça, inoculé une maladie. Il lui a transmis un virus, une saleté, parce que son corps va changer, il va se dégrader. Elle va passer, alors peut-être pas de putain, mais en tout cas de jeune fille séduisante à une mère. La description de Radiguet du corps de Marthe parce qu'elle a accouché, aujourd'hui ferait scandale du côté de toutes les femmes qui diraient « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Et pourtant, il l'écrit en toute tranquillité. Ce qui prouve bien que quand on est mère, c'est fini. Je croyais la grossesse de Marthe ridicule. Et je marchais les yeux baissés. J'étais bien loin de l'orgueil paternel. Marthe, elle, épuisée, atterrée, claquant des dents, comprit tout. Peut-être même vit-elle qu'au bout de cette course d'une année, dans une voiture follement conduite, il ne pouvait y avoir d'autre issue que la mort. Ce roman est hanté par la mort. Comme toutes les grandes histoires d'Eros, Thanatos n'est pas loin. Je pense que quand on lit Le Diable au corps, on ne peut pas imaginer que ça se termine autrement que par la mort d'un des personnages. Un jour, à midi, mes frères revinrent de l'école en nous criant que Marthe était morte. La foudre qui tombe sur un homme est si prompte qu'il ne souffre pas. Ensuite, comme une seconde déroule aux yeux d'un mourant tous les souvenirs d'une existence, la certitude me dévoila mon amour, avec tout ce qu'il avait de monstrueux. Ce roman se finit, dans le fond, en punissant l'épouse et pas le garçon. Et on est vraiment là dans l'expression de la domination masculine et du respect des normes de genre. Et est-ce que c'est pas un message pour dire, mesdames, la guerre est finie, les années folles vont finir, allez, chacun à sa place. Donc, plutôt que moraliste, on peut même se demander si finalement la fin n'est pas très réactionnaire.
oui, cette jeune femme paie et c'est totalement injuste, mais moi j'y vois tout simplement une tragédie. La tragédie n'est ni juste ni injuste, c'est l'expression du destin. Le destin, c'est ce qui arrive et ce contre quoi on ne peut rien faire. La seule fois que j'aperçus Jacques, ce fut quelques mois après. Je voulus voir l'homme auquel Marthe avait accordé sa main. En voyant ce veuf si digne et dominant son désespoir, je compris que l'ordre, à la longue, se met de lui-même autour des choses. Ne venais-je pas d'apprendre que Marthe était morte en m'appelant et que mon fils aurait une existence raisonnable? L'ordre, à la fin, se remet autour des choses. Et moi, je me suis beaucoup interrogé, évidemment, sur cette phrase, comme j'imagine beaucoup de gens avant moi. Et j'y vois une sorte de relatif désespoir chez lui, ou de fatalisme, en somme. C'est-à-dire qu'on a beau déranger, on a beau vouloir modifier l'ordre des choses, on a beau provoquer, éventuellement même se brûler les ailes en allant trop près, en voulant trop transgresser. Finalement, il y a cette espèce d'ordre social qui est aussi l'ordre moral qui se remet autour des choses. Le narrateur est puni, il perd son amoureuse, elle perd la vie. Ils sont bien châtiés pour leur crime. Je dirais que le roman, c'est une sorte de tentative presque péremptoire de déroger à la norme, d'utiliser une passion pour s'inventer une autre vie, et la preuve amère que quand on déroge, on est condamné, et que c'est finalement impossible. Ce petit roman d'amour n'est pas une confession, et surtout au moment où il semble davantage en être une. C'est un travers trop humain de ne croire qu'à la sincérité de celui qui s'accuse. Or, le roman exigeant un relief qui se trouve rarement dans la vie, il est naturel que ce soit justement une fausse autobiographie qui semble la plus vraie. J'ai l'impression que ce qui est intemporel dans Le Diable au corps, c'est pas tellement le sujet que l'authenticité de la voix. Qu'il y a, dès qu'on ouvre le livre, le sentiment qu'on n'est pas en train de nous mentir. Que l'histoire qu'on nous raconte, elle est vraie et qu'elle a été très probablement vécue. Là aussi, il y a eu un trouble à l'époque, parce que les critiques littéraires ne parvenaient pas à savoir quelle était la part d'invention et quelle était la part de réalité. Et bien malin, et qui pourrait le dire. On ne le sait pas et on ne le saura jamais, et c'est très bien ainsi. Radiguet joue avec cette indétermination, puisque quand il écrit « Nous habitions à F » ou « J'allais à L », 3 petits points, il suggère au lecteur ou à la lectrice que tout ça est très proche d'une réalité qu'il est contraint de masquer pour ne pas provoquer davantage de scandale. On pourrait presque dire que c'est un artifice littéraire, un subterfuge, en tout cas quelque chose qui va venir nourrir l'aspect scandaleux de son récit. Il y a une ambiguïté à la lecture de ce livre. C'est le personnage et c'est Radiguet. Dans les faits, c'est vrai, puisque cette histoire, il l'a vécue. Bon, on ne sait pas jusqu'à quel point il l'a vécu, on n'a que son témoignage. Quand on lit ce livre, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais pu penser que ce n'était pas Radiguet. Ça colle bien avec ce que je sens de lui. Quand je pense à Radiguet, je pense aussi à cette magnifique toile de Jacques-Émile Blanche. Et il a peint quelques jours avant sa mort Radiguet, debout, de profil, et comme une sorte de prémonition de son corps qui allait bleuir ou du froid qui s'était emparé de son anatomie. Jacques-Émile Blanche a peint cette main bleue.
Dans toute l'histoire des arts, j'ai l'impression qu'on retrouve cette figure un peu messianique comme ça, du jeune qui va venir délivrer son message, qui a pour lui sa pureté et sa violence, et qui est presque condamné à s'en aller à cause de cette pureté et cette violence de manière très précoce, de manière expiatoire une fois qu'il a délivré son message. Cet amour fut comme un rêve. Quand on se réveille, impossible de le reconstituer. On embrouille tout ce qui paraissait s'enchaîner avec une logique implacable. Ce qui fut mensonge, ce qui fut vérité. On découvre des vides. C'était pourtant ainsi.